Présentation sur la table numéro 1 de l'Explore Camp d'EduTech. Venez, il y a de la place. Présentation ce matin de deux nouveautés qui vont venir égayer votre année scolaire, à savoir pour le service EduTech, le service d'Arte pour l'école inclusive avec un service qui s'appelle FOVEA. Caroline nous présentera effectivement ce qui arrive la semaine prochaine, en principe, l'ouverture la semaine prochaine du service sur EduTech. Également, Damien présentera ce que la BNF ouvrira en janvier prochain lors du salon d'Angoulême, si tout se passe bien, sur l'outil BDNF qui viendra enrichir en fait l'offre EduTech de la BNF. EduTech, donc j'espère qu'il n'est pas utile de rappeler à chacun que tout le monde peut s'y inscrire avec son adresse professionnelle, que c'est l'accès à une trentaine d'offres de partenaires institutionnels, culturels et scientifiques, avec des comptes classes, avec également plein de choses qui devraient arriver aussi dans l'année, mais on va être prudent, c'est qu'en gros, si je donne la philosophie, on aimerait mettre EduTech qui a démarré il y a 5-6 ans maintenant, à l'état de l'art des banques de ressources numériques pour l'école ou de étincelles, des plateformes avec des outils et des services pour pouvoir jouer directement et agréger et travailler directement sur la plateforme les ressources des différents partenaires. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire sur cette année. Alors, l'appel ciné, voilà, c'est un service innovant numérique pour EduTech. C'était un appel des investissements d'avenir et il y a eu 6 projets qui ont été retenus. Donc il y aura 6 projets qui vont arriver progressivement en 2020 et 2021. Un serious game sur l'art contemporain par le Centre Pompidou, un studio de composition de musique avec une AGRN, de musique et de musique électronique en particulier. Du côté de la Philharmonie de Paris, un outil de synchronisation, comme vous avez l'outil Metascore, vous avez en guide d'écoute, ce que vous voyez dans les guides d'écoute et dans ce que vous voyez déjà dans l'offre de la Philharmonie qui est uniquement en écoute, ça va devenir un outil de création pour vous. Donc, autrement dit, moi j'aime bien dire, même si c'est maladroit, que ce sera le PowerPoint amélioré, parce qu'on peut synchroniser plusieurs flux de différentes natures sur une même page web. Donc, des choses vraiment intéressantes. Ensuite, il y a Mindtest de l'IGN, donc l'équivalent, on va dire, vous connaissez certainement Minecraft, parce qu'ils ont fait pas mal de choses, mais donc programmation de blocs avec Mindtest. Et puis donc les deux propositions que nous avons sur FOVEA, donc Arte, et sur BDNF, donc qui eux sont prêts, on va dire sont prêts ou quasiment prêts pour la BNF. Donc je laisse la parole à Caroline, parce que c'est quand même nos collègues que vous avez plus envie d'entendre que moi ce matin, il n'y a pas de souci. Si, on va le dire comme ça. Ce nouveau projet a été effectivement initié dans le cadre de Ciné. L'idée pour nous, donc on a effectivement eu le soutien des investissements d'avenir et également de la MGEN pour ce projet. L'idée c'était vraiment de pouvoir proposer un site, des vidéos, également des parcours d'exercices 100% handi-accessibles. Donc on a essayé vraiment de couvrir un maximum d'utilisateurs, donc les aveugles et malvoyants, les sourds et malentendants, tous les enfants qui effectivement souffrent de troubles divers du développement, et dyslexiques et dyspraxiques. Donc concrètement, on a en fait depuis 1 an et demi à peu près travaillé et surtout expérimenté en fait auprès dans 4 établissements ce service pour effectivement coller au plus près des besoins des enseignants et des élèves en situation de handicap. Donc l'idée c'était vraiment d'associer le numérique bien sûr, l'accessibilité, et on s'est rendu compte que le fait d'apporter comme base des vidéos d'Arte sur lequel effectivement les enfants pouvaient ensuite travailler à travers des exercices que je vais vous présenter, ça permettait effectivement de faire un combo assez efficace
efficace pour travailler en inclusion, effectivement sur les compétences numériques, mais aussi, et ça a été un peu la surprise pour nous de l'expérimentation, de vraiment travailler en fait les compétences linguistiques écrites et orales classiques, on va dire, de bien sûr vraiment favoriser l'autonomie, la confiance, la valorisation des élèves en difficulté. Et c'est souvent les élèves qui se sont révélés le plus à l'aise avec l'outil numérique. Et alors le troisième enseignement, c'était de voir que c'était un outil qui était très utile pour aider les enfants dans l'apprentissage de leur propre langue. Donc la langue des signes, le langage parlé complété ou les normes sous-titres sourds et malentendants, c'était effectivement la possibilité de travailler sur l'acquisition aussi de ces langues. Les derniers points, c'était pour les enseignants de vraiment faciliter le lien entre l'école et la maison, puisque on s'est rendu compte que grâce au numérique, les parents en fait pouvaient effectivement avoir accès à cette interface et vraiment voir leurs enfants travailler, et ce qui est effectivement de façon assez étonnante pour nous qui ne sont pas forcément beaucoup les parents, de pouvoir se rendre compte des capacités effectivement de leurs enfants. Et le dernier point, c'était on s'est là aussi rendu compte que les enseignants spécialisés n'avaient pas beaucoup de ressources numériques à leur disposition. Pas de ressources vidéo adaptées à l'âge de leur enfant, puisqu'en fait on a travaillé nous avec des enfants qui étaient ados, mais avec des capacités effectivement où on était plus autour du cycle 3, et ils étaient contents de ne pas avoir Jackie Chapeau ou je ne sais quoi pour travailler avec leurs enfants, mais de travailler avec les vidéos qui effectivement correspondaient aux intérêts de leurs élèves afro-américains. Alors le service se décline au centre d'un lecteur qu'on veut universel. Donc je vais vous montrer, il y a effectivement toutes les versions linguistiques qui sont disponibles. On a également rajouté des outils qui permettent de faciliter la compréhension des vidéos. On peut effectivement ralentir le débit, au contraire l'accélérer d'ailleurs pour les enfants aveugles qui eux ont l'habitude d'aller beaucoup plus vite. On peut paramétrer les sous-titres, et il y a également un bandeau d'imagettes qui permet pour les enfants aveugles d'aller effectivement directement utiliser un chapitrage handi-accessible sur les vidéos. Les exercices sont faits autour de quelques parcours. Donc aujourd'hui, vous avez 12 parcours qui sont accessibles. Il va y avoir des parcours qui vont venir effectivement enrichir le service tout au long de l'année et autour de différentes typologies d'exercices. Je vais placer sur le site. Donc le site sera ouvert à partir de la semaine prochaine. Mercredi. Voilà. Il est gratuit, accessible à tous, donc les enseignants et les élèves. Il y a une classe. Avec effectivement une carte et accessible donc depuis EduTech, mais aussi depuis le médiacentre de votre ENT. Donc, on a choisi de travailler sur différentes thématiques. Donc aujourd'hui, on est principalement axé sur un niveau cycle 3 et sur 3 thématiques différentes. La découverte des religions, la découverte de nouvelles cultures et de modes de vie, et on va travailler aussi sur la thématique de venir d'ailleurs des enfants migrants. La prochaine thématique, ce sera égalité garçon-fille qui arrivera pour l'automne. On présente en fait les différentes thématiques avec l'ensemble des vidéos, sachant que les vidéos sont courtes, donc vous voyez ce sont des extraits qui durent entre 2 et la plus longue peut être 7 minutes. C'est le moment où vous choisissez une vidéo à partir du Québec. Vous avez effectivement la possibilité d'avoir accès à la notice de la vidéo, sur lequel vous avez le résumé, mais également un accès direct à une fiche pédagogique qui va effectivement vous proposer pas à pas pour les différentes séquences en récapitulant bien quel est l'objectif pédagogique, les compétences et la possibilité de travailler autour de 3 séances pour découvrir, comprendre et ensuite produire et
avec un extrait pas à pas, très décrit, qui aide effectivement l'enseignant à travailler autour du thème, autour de la vidéo et autour de l'exercice. Sur la vidéo, on peut lancer le lecteur vidéo, qu'on peut effectivement paramétrer en fonction du handicap effectivement de l'utilisateur. Donc vous avez la possibilité de choisir une langue, donc l'audio description, le langage par la langue des signes. Donc vous voyez qu'on a effectivement la possibilité en sur-impression et de façon synchronisée, si l'objectif est bien touché, de pouvoir effectivement afficher le langage. Mais on peut cumuler les différents modes de lecture, c'est-à-dire que pour faciliter la compréhension, on peut également rajouter des sous-titres. Donc les sous-titres peuvent être des sous-titres classiques ou des sous-titres avec la norme sourd et malentendant. Typiquement, où on était assez étonnés, c'est que les enfants de l'INJS ne connaissaient pas la norme et ça a permis à l'enseignant d'expliquer la problématique des couleurs, du positionnement, etc. Donc là, je peux effectivement ajouter des sous-titres et que je peux, sur lequel je peux gérer la police, la couleur, avec un fond noir, et je peux également agrandir le sous-titre. Ce qui permet effectivement une compréhension avancée. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a tout dans le flux, c'est-à-dire qu'on peut modifier au moment où on lance, dans la pratique de classe, au moment où on a besoin. Et vous pouvez également gérer la vitesse ralentir pour effectivement faciliter la compréhension pour les enfants. Là aussi, la vidéo adaptée se synchronise totalement. Vous pouvez également rajouter des outils qui vont faciliter la compréhension. Donc, par exemple, on peut rajouter la transcription. Tout ce qui est dit est surligné au fur et à mesure de la fiction, même si on peut, alors là, il y a des éléments de compréhension, je pense que là, on perd l'enfant, mais dans la vraie vie, on va enlever les outils. Mais c'est vrai que, par exemple, c'était une fonctionnalité qui était très appréciée et aussi d'avoir le texte dans sa globalité. En fait. Ça permettait à l'enfant d'améliorer sa compréhension, sachant que ce texte est accessible et également téléchargeable, puisque vous voyez, il est là, donc vous pouvez l'imprimer. Donc en fait, on peut vraiment faire un travail à la fois sur la compréhension de la vidéo avec un support écran. Donc on a vraiment, alors ce que je voulais dire, c'est que le lecteur est bien sûr accessible au clavier et l'ensemble du site bien sûr est accessible pour les lecteurs d'écran, les claviers. On a été accompagné par un cabinet qui effectivement nous a permis d'arriver au niveau RG3A pour les plus experts d'entre vous. Ensuite, on propose des parcours d'exercices. Donc le fonctionnement, c'est vraiment tout un fil d'Arial qui va sonder les différents exercices, d'avoir à la fois pour les élèves qui peuvent lire la consigne. Vous avez pour les lecteurs d'écran une consigne sonore qui peut être lue. Et ici, par exemple, c'est effectivement remettre dans l'ordre l'histoire de la vidéo, avec également la possibilité de faire au clavier. On a un système de QCM effectivement assez classique. Vous pouvez répondre aux différentes questions, toujours sur la compréhension de la vidéo, avec un retour possible à la vidéo. Et on a vu que les enfants en fait étaient vraiment envoyaient volontiers la vidéo qui est assez courte pour aller répondre aux différentes questions. Et ensuite, donc on a aussi là de façon assez classique un texte à trouver. Donc par exemple sur les alternatives de clavier, l'enfant qui ne peut pas glisser, déposer, peut lui grâce à son clavier avec ses tabulations et la touche entrée, choisir effectivement la réponse qu'il souhaite et qu'il aura en temps réel. Donc là on était sur des exercices plutôt classiques, vous avez vu, texte à etc. Et ensuite on rentre dans des exercices qui vont vraiment travailler
autour de la vidéo. L'idée étant vraiment de travailler sur aussi l'éducation à l'image, donc savoir lire une image, savoir décrypter l'information qui est apparue dans cette image. Donc on a plusieurs types d'exercices. Là, c'est simplement de dire, tu as vu cette image, quelque part, là c'est facile puisque c'est l'image qui apparaît, mais sinon, c'est pas souvent le cas. Et les enfants ont la possibilité, effectivement, d'aller chercher donc, le bon endroit et d'aller ajouter un marqueur. Donc là aussi, j'ai un petit raccourci clavier pour les enfants malvoyants et qui permet effectivement ici de dire je vois que c'est le moment où Jean-Américo se lève et je peux écrire. C'est là où on fait travailler les compétences effectivement écrites de l'enfant pour ajouter ces petits marqueurs. Et de la même façon, on a également encore un exercice qui là permet de répondre à des questions directement dans la vidéo avec ces systèmes de marqueurs. C'est exercice classique, QCM, texte à jour, exercice vraiment de travail autour de la vidéo, qui était pour les enfants handicapés vraiment une nouveauté, parce que en fait, tous les profs nous ont dit en gros, nous on n'a pas de vidéo adaptée, accessible, donc c'est la première fois qu'on peut travailler sur le Caroline, c'était aussi de pouvoir associer des exercices et donner la main comment faire les exercices, ça sera peut-être une étape suivante pour les enseignants, à la manière, je dirais comme dans les banques de ressources, tout ce qu'on a à l'exemplaire aujourd'hui, c'est de donner la main aux professionnels pour qu'ils puissent effectivement interagir et pas simplement fournir une banque de vidéos, même avec un super lecteur. Donc l'idée, c'est de. Mais ça veut dire que ce sera aussi à vous de vous en saisir, de faire remonter les infos pour permettre en fait un dialogue permanent entre le fournisseur de ressources et ceux qui s'en servent. Et l'intérêt aussi pour l'enseignant, c'est qu'il a la possibilité, à travers son compte personnel et ses classes, donc si vous utilisez un EST, on a effectivement, les élèves peuvent travailler vraiment en autonomie sur un compte personnel. Et là, je vois que j'ai 2 élèves qui ont travaillé, et je vois que j'ai 2 élèves qui effectivement ont fait, mon élève a fait une partie d'exercice, je vois ce qui a été fait. Donc en erreur ou réussi, et je peux directement aller voir, donc voir concrètement ce qu'a fait l'enfant, là c'était totalement raté, et de pouvoir effectivement ensuite retravailler avec lui sur les points sur lesquels il a eu des difficultés. Donc l'enseignant a une vue effectivement, là l'exercice n'a pas été commencé, donc il a une vue pour chacun de ses élèves de tous les exercices, ce qui permet donc aux enfants de travailler en autonomie à la maison ou en classe s'ils souhaitent, et que l'enseignant puisse effectivement suivre l'évolution de chacun des élèves. Voilà, juste pour préciser, au départ, les parcours qui sont proposés, c'est plutôt pour le cycle 3, voilà. Et ça va s'enrichir via EduTech par des parcours qui vont s'ouvrir à des classes différentes. Ce qu'on a pu voir sur le terrain, c'est qu'on a quand même des thématiques qui sont accessibles pour les plus grands, puisque là vous avez la découverte des religions, donc c'est les 5 grandes religions monothéistes qui sont expliquées, donc en fait ça marche très bien sur les plus grands. Là c'est vrai que c'est des vidéos plus courtes avec des petits portraits d'enfants, donc ça c'est pour les plus petits, mais par contre la thématique venir d'ailleurs, où en fait ce sont des enfants migrants qui sont mis en situation, et ça permet vraiment de parler en fait de l'intégration, de l'immigration. Là c'est quand même possiblement utilisable avec les plus grands, et de même l'égalité garçon-fille. Donc c'est vrai que sur le papier on dit cycle 3, mais on voit que ça peut être quand même utilisé avec les plus grands. C'est peut-être plus l'interface qui est que ce que je fais. Un minimum cycle 3, cycle 4 pour démarrer. Et effectivement, l'idée c'est d'enrichir. Donc ce que vous ne voyez pas, mais on va le dire, on va tout se dire, c'est qu'effectivement on discute avec les partenaires et que le EduTech est rendu gratuit pour les enseignants et les élèves. Ça n'est pas totalement gratuit puisque le ministère y met quelques fonds. Donc effectivement, on a prévu un nouveau cycle pour l'année prochaine. Et Arte également, puisque le service est financé à moitié par le ministère, une partie par la MGEN, et ensuite c'est Arte qui a décidé effectivement de financer dans le cadre d'une politique assez volontaire sur la accessibilité. Je vous invite à regarder le site arte.tv, effectivement, qui est de plus en plus accessible. Il y a de plus en plus de choses en audio description qui sont disponibles. C'est vraiment effectivement une mission de service public. Je voulais juste insister sur
Caroline en a parlé rapidement. Vous savez qu'on travaille à faire en sorte que toutes les offres des partenaires EduTech soient dans le gestionnaire d'accès aux ressources. C'est vraiment l'idée que dans votre ONT, directement, vous avez accès à la ressource sans mettre votre mail, sans créer de compte place, l'élève aura accès. Donc Arte y est déjà. Il y a l'INA également, il y a l'AFP va ouvrir bientôt, etc. Donc il y a de plus en plus de partenaires qui ont leur offre. Et FOVA y sera aussi. Donc ça évite de créer des comptes, c'est un suivi personnalisé du coup. Et voilà. Du coup, vous avez peut-être des questions sur FOVA peut-être et puis après, je ne sais pas si vous avez des questions là, comme Caroline est sur le site. Pour gérer le bon timing et être sûr que notre deuxième intervenant Mais il a fait c'est bon. Ça va être à partir de mercredi. FOVA mercredi prochain. On n'a pas vu là parce que c'est compliqué pour aujourd'hui. C'est la reprise, il y a des gens qui sont encore en train. Donc voilà, nous derrière, c'est bien entendu à faire connaître, à faire relayer. Vous savez que les meilleurs ambassadeurs, c'est pas forcément la communication institutionnelle ou l'attente d'une communication institutionnelle qui tarde parfois. Donc on voulait profiter du Novia pour vous dire qu'on continue à travailler. Faites connaître s'il vous plaît. Merci. J'avais une question sur la vidéo, c'est dans lecteur. Oui. On ne peut pas télécharger la vidéo. En fait, d'une part, les vidéos sont sécurisées et d'autre part, en fait, tous les composants accessibles sont vraiment intégrés à notre. En revanche, on s'était pas dit, Caroline, qu'on pouvait mettre la vidéo en partage dans l'autre sans les composantes avoir entre mais sans les composantes accessibles. Après, Caroline n'a pas dit, mais c'est un travail qui a été fait en open source. Le code du lecteur, si vous êtes développeur, vous pouvez le faire en open source. C'est récupéré par les éditeurs de services. Pas la semaine prochaine. Tu le fais déjà pour voir si c'est stabilisé. Projet BDNF, en fait, on avait repéré déjà depuis un long moment que de nombreux enseignants utilisent la BD. Alors, je ne parle pas des questions de droit à l'image sur les BD et les choses concrètes, parce que ça, il y aura quand même des choses à regarder, mais surtout pour un outil de création de BD de manière à travailler le langage, de manière à travailler la narration, de manière à approcher un autre axe d'expression. Et la BNF a l'avantage, on va dire, d'avoir un certain nombre de ressources sur la BD, sur l'histoire de la BD, et donc ils nous ont proposé d'amener un outil de composition et de partir d'abord de leurs outils. Et on leur a dit bien entendu, mais puisque vous travaillez pour EduTech, nous on espère qu'à terme, les autres sont d'EduTech, on va pouvoir y approcher des choses pour travailler avec. Donc voilà la perspective dans laquelle on s'inscrit. Donc pas tout de suite, mais au moins déjà l'outil et les ressources de la BNF pour commencer. Ouais, d'accord. On parle bien fort, merci d'être là. Ouais. Bien sûr, de la BNF. BDMF, qui est un outil pour créer des bandes dessinées, mais aussi pour enseigner la dramaturgie aux enfants à travers les codes de la bande dessinée et du storyboarding. On a deux cœurs de cycle à dire, un cœur de cycle pédagogique qui est constitué autour des 8-12 ans principalement. Mais également l'application peut être utilisée par un public élargi, adolescents, mais aussi toute personne qui est intéressée à l'idée de créer des histoires en mêlant illustration et texte. Ça peut être aussi bien les jeunes illustrateurs, comme vous le verrez. C'est un outil qui est en cours de développement, qui est de développement Actimage. On est accompagné avec un formateur BD et deux enseignants qui nous suivent aussi sur comment pédagogique, avec qui on fait des tests avec les élèves pour justement travailler par corps utilisateur qui colle au maximum aux besoins et à la demande des enseignants.
l'application sera lancée officiellement au Festival d'Angoulême 2020, fin janvier. Et voilà, je vais vous présenter en fait les premières maquettes fonctionnelles. Donc c'est un parcours fléché et qui donne déjà un très bon aperçu de ce que l'application pourra permettre. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous avez des questions en cours. Voilà. Première chose, l'application sera disponible sur ordinateur de bureau, mais aussi sur tablette et sur smartphone. Elle sera adaptée à chaque support en fonction des qualités intrinsèques. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire bien sûr sur smartphone par rapport à l'application de bureau. Et avant de commencer, pour fonctionner de façon optimale sur ordinateur de bureau, ça s'adapte justement aux marges informatiques de l'éducation nationale. Ne faites pas attention au vocabulaire, pour l'instant rien n'est figé, l'idée c'est vraiment de vous montrer le parcours utilisateur. J'arrive dans mon application et il me demanderait en fait de créer un pseudonyme et éventuellement d'ajouter un avatar. Donc ça peut être une photo, ça peut être ma propre photo, ça peut être un personnage que j'ai dessiné. Je rentre mon prénom, j'enregistre mon profil et là j'arrive sur un écran d'accueil. Je vais retrouver tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, si j'ai déjà travaillé, avec le nom de mon projet, un aperçu de mon travail en cours, le type de format sur lequel je travaille, si je travaille sur un stream de 3 cases, si je travaille sur juste un mème, ou sur une planche, de BD franco-belge classique. Le nombre de personnages que j'ai créés, partez bien. Oui, je sais, oui, très bien sur le tour, donc c'est difficile de switcher. Le nombre de personnages que j'ai créés dans ma bande dessinée et le nombre de cases également que j'ai créé dans mon projet. Si je veux créer un nouveau projet, j'ai la possibilité de lui donner un titre, de créer mon projet. Et là, l'application propose deux types de parcours. Un parcours court, là je vais vraiment travailler sur les formats contraints. C'est très adapté justement au public pédagogique. Je vais pouvoir travailler à travers ce parcours court sur trois types de formats. Le format même, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est qu'un même. C'est un détournement d'image. Par exemple, je ne sais pas si il y a cette image de Batman et Robin qui est beaucoup utilisée. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer après le format ce que ça signifie. Donc là, il s'agit en fait d'utiliser les codes de la bande dessinée pour véhiculer un message à travers une seule image. Ça peut être également pour détourner une archive, créer dans sa propre case. Le comic strip de 3 cases, c'est classique. On retrouve par exemple dans les BD et les films. Là, il y aura une couche en fait, dans l'interface qui expliquera aussi la dramaturgie dans les formats. On expliquera par exemple à l'enfant qu'en général dans le comic strip, la première case elle évoque la situation de départ, la deuxième évoque le conflit et la troisième la résolution. Le Yonkoma qui est l'équivalent du comic strip mais pour les japonais en 4 cases verticales. Si je clique sur un format, je vais trouver une définition de mon format, les règles de structure de ce format et ensuite quelques exemples pour m'en inspirer. Dans le format du parcours libre, c'est un parcours beaucoup plus complexe qu'on a construit avec un formateur BD où là l'enfant va être amené d'abord à créer un personnage, condition essentielle pour se lancer dans le récit, créer son personnage pour se projeter dans une histoire. On va pouvoir, l'enfant pourra dessiner directement ses personnages ici, il pourra également apporter sa propre photo. On va lui donner des indications, par exemple se prendre en photo sur un fond blanc. Il y aura un outil qui permettra en fait d'étourer pour une meilleure intégration de sa photo ou de son dessin, si c'est un dessin qu'il a réalisé sur la feuille de papier. Il pourra dessiner, comme je l'ai dit, directement dans l'application. Il va pouvoir donner un nom à son personnage, lui attribuer un âge, un sexe, décrire son passé, décrire ses caractéristiques physiques. Ensuite, il y a un petit outil en dessous, on s'inspirait du logiciel des Sims, si vous le connaissez, où à travers des curseurs, il va pouvoir déterminer si son personnage est plutôt gentil, méchant, s'il est plutôt courageux ou heureux.
chose très importante, vu avec le formateur BD également, qui pourra déterminer ce que son personnage aime ou n'aime pas, ses centres d'intérêt. Et s'il a envie d'ajouter d'autres informations, il pourra créer en fait ses propres cases en ajoutant des informations. C'est quelque chose qu'on a testé avec des classes en particulier de CE2 et CM2. Super bien. Et ils peuvent passer 3 heures ou 4 heures à écrire. Une fois qu'on est un peu de création des personnages, on passe à l'étape de scénario, la même chose, vu avec le formateur de BD. Là, je vais pouvoir en fait travailler sur la planche avant d'arriver dans l'éditeur. Et je vais pouvoir me projeter, par exemple, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui va se passer dans la case 1, ajouter ici, créer mes bulles et rentrer mes dialogues si j'ai préalable, travailler sur des dialogues, si par exemple si c'est une transposition d'un acte de théâtre que je veux illustrer en BD. Je peux créer, je peux travailler sur autant de bouts et tu es là en fait parce que les gens utilisent des théâtres et il l'a fait, et l'outil l'a fait, il n'est pas vérifié. Je peux créer une bulle que je souhaite, assigner mes bulles à mes personnages, et puis on crée directement mes dialogues. Je valide mon étape scénario, là, c'est ça. Me demander de faire un choix en termes de format. Est-ce que je vais plutôt travailler sur un format pour l'imprimer ou plutôt pour le diffuser sur le web? Je ne sais pas si vous connaissez le format Webtoon, qui est un format de bande dessinée qui est vraiment en train de s'imposer. C'est un format qui est écrit en Corée, qui s'est développé en fait de lecture sur cette méthode, qui est capable vraiment au Japon cette année de vendre le BD numérique Webtoon se compter pour la première fois les ventes au format papier. En général, c'est les deux premiers chapitres qui sont disponibles gratuitement sur la plateforme de diffusion. Si l'utilisateur accroche, il va pouvoir acheter les chapitres suivants. Comment ça fonctionne? En fait, c'est un scrolling vertical basique adapté à la lecture sur smartphone. Je vivais au Cambodge il y a 3 ans, 2 ans, et tous les 18-25 ans lisent des BD, on a voulu vraiment travailler aussi, miser sur ce format qui est en train de s'imposer, qui s'impose en Amérique et aux États-Unis aussi. En France, on est tellement attaché au format papier, ça fait un peu plus de temps à arriver à prendre la place, mais il y a de plus en plus de plateformes de diffusion qui voient le jour. Par exemple, il y a des acteurs qui s'appellent Deliveroo, qui développent leur propre jeu. Et d'autres acteurs qui sont sur le marché. Permettra bien entendu de l'éducation à l'image et de l'éducation Si je clique par exemple sur le format effectivement vertical, l'application, comme je vous disais, si mon support de diffusion finale, c'est un ordinateur, je vais adapter la largeur des cases pour l'ordinateur, donc pixels. Je vais pouvoir travailler pour ce genre de développement sur tablette, sur smartphone. Si je choisis un format plus classique pour une impression en classe, ça c'était une demande des enseignants aussi de pouvoir imprimer à tout moment les étapes de création. Comme ma BD FF3 par exemple, j'ai oublié de mentionner des personnages tout à l'heure, mais je vais pouvoir imprimer ma fiche de personnage pour valoriser la paramétrable. Oui, on y arrive dans l'éditeur. Si je choisis un plan de BD franco-belge classique, je vais pouvoir choisir l'orientation d'un plan, soit en format portrait, soit en format paysage, choisir le sens de lecture de gauche à droite, BD belge, ou la japonaise de gauche à droite. J'ai validé mon étape personnage, mon étape scénario, mon étape de format et celle de composition. J'arrive maintenant directement dans l'éditeur.
sachant que toutes ces étapes avant, elles sont optionnelles. Si je souhaite tout de suite travailler dans le cœur et pas travailler dans l'image, c'est aussi possible. J'ai rempli au préalable l'étape personnage et l'étape scénario. Je vais avoir une visualisation en fait de mes plans lorsque j'arrive dans l'éditeur. Un peu à la format un peu comme sur un éditeur de texte classique. Je clique par exemple sur la peinture et là j'arrive dans l'édition à hauteur de la page. Je vais pouvoir jouer sur la largeur de mes cases, descendre de façon horizontale ou verticale, supprimer des cases, en ajouter, déplacer mes éléments bien sûr. Je vais pouvoir changer le contour de mes cases de couleur si je le souhaite, travailler sur les marges. J'ai un outil de prévisualisation qui me permet aussi de composer les planches en double page, comme ça se fait classique, de façon classique dans la Electro Page. Et oui, non mais ça ne fait pas trop à la J'ai la plus-value BNF. La plus-value BNF, c'est que j'ai une bibliothèque d'assets directement intégrée dans l'application avec des personnages mis à disposition. Donc on a travaillé avec un illustrateur. Les personnages qui sont directement intégrés dans l'application. Il y a un personnage garçon et un personnage fille. On a essayé d'éviter tout stéréotype de genre, ethnique. Vous pouvez le passer si vous voulez en fait. Excusez-moi. Deux personnages, un personnage garçon. Ça sera accessible quand? Janvier 2020. Festival d'Angoulême. Il y a un personnage garçon, un personnage fille. Donc les deux personnages sont déclinés dans une variété de postures et d'émotions. Bien sûr, la joie, ils évoquent la joie, la tristesse. Les personnages sont en train de marcher, courir, sauter. On a préparé également 3 univers, 3 décors. Un décor historique autour d'un château, décliné sous différentes vues, une vue sur les remparts, une vue depuis un village, une vue dans une auberge, vraiment à la mesure de séquencer, de raconter une histoire dans un cadre historique. Il y aura une autre thématique nature, là on aura une plage, un décor dans une forêt, un bateau en mer, 5-6 décors par la nature, et une dernière thématique, un environnement urbain. Là, l'idée, ce sera bien sûr de raconter une histoire en ville. Il y a une maison, un appartement, un lieu de travail, des écoles, les transports en commun. Ces 3 thématiques ont été décidées avec 2 enseignantes qui nous accompagnent dans ce projet, qui sont Noémie Martin et Clarisse, qui est la professeure de France, cycle 2 et 3. On aura également des corpus en fait, liés au fond de la BNF. On a été pioché par exemple dans ce qui est tombé dans le domaine public, dans la littérature graphique du 19e et du 20e siècle. Donc on aura un tas d'éléments déjà disponibles. Ce sera des éléments de faune, de flore, d'autres personnages, des décors issus des stands japonais. Des choses très variées qui sont rangées par thématique. Par exemple, on a une thématique papier. Il y a un auteur, aussi un type, donc personnage, objet, décor, paysage. Il y a l'accès à la bibliothèque pour pouvoir travailler. Donc j'ai mon expert qui aura l'intégration d'autres partenaires, des ressources d'autres partenaires pour s'amuser, je dirais, à agréger les uns les autres. Et puis je vais taquiner mon partenaire là en disant, et puis on attend le compte classe qui permettra en fait le compte classe BNF. Donc j'ai fait passer plein de messages pour ces chefs en même temps. Et voilà, il y a tout le travail que. C'est aussi pour ça qu'on est
après, sur certains éléments comme avec Educarte, Fovea, parce qu'on est déjà dans le Gard, dans les ENT, dans tout ce qui est des fonds de classe, etc. Là, on a ce travail-là à faire aussi avec la BNF de manière à justement à maximiser, on va dire, la possibilité de gérer, parce que tu parlais tout à l'heure des possibilités qu'il y a de se prendre en photo. Il y a des questions de droit, d'image, d'éthique, il y a tous ces éléments-là pour l'accompagnement des enseignants. Bien entendu, comme là, via l'appli, tu peux le faire, mais l'enseignant va être responsable des gamins qu'il a. Et ça fait aussi partie de l'éducation. On peut, en classe, on peut également utiliser l'outil, par exemple en apportant ces photos. Si par exemple vous avez organisé une sortie avec vos élèves au musée, vous voulez revenir sur cette sortie, vous pouvez tout à fait prendre des photos et puis réaliser un roman photo sur la base de l'outil. Ce qui veut dire qu'avec ce qu'on a fait dans ce qu'on a appelé l'appel à projet ciné, qui est un investissement d'avenir, au départ, c'est bénéficier d'apport de fonds des investissements d'avenir. C'est finalement un éditeur côté BD, un éditeur côté avec la Philharmonie qui est entre un éditeur et un player rendu accessible avec tous les flux. Alors certains vous diront, ça existait, oui, mais c'était pas agrégé et les exemples qui allaient avec n'étaient pas conçus. Voilà le sens, si vous voulez, qui nous prend parfois un peu de temps. Mais ce qu'on essaie de faire globalement dans une approche cohérente autour de l'offre d'EduTech. Et donc EduTech, on espère devenir EduTech Plus, histoire simplement de dire, comme les BRNE, comme la plateforme Étincelle, d'avoir des outils en fait, pour travailler en même temps avec les ressources qui sont à disposition. Et je rappelle que EduTech au départ, c'était de pouvoir avoir une offre dédiée de ressources sélectionnées avec des partenaires de qualité qui libèrent des droits pour les deux. Voilà, ça c'était le point de départ il y a 5-6 ans. Bien entendu, au numérique évoluant, on essaie de faire progresser l'offre et c'est un travail de tous les jours d'essayer d'expliquer qu'on essaie de faire ça en même temps et très simplement, c'est pas simplement une image. Pas de problème. Ensuite, j'arrive au niveau d'édition. Si je clique sur une case, je rentre dans le niveau d'édition au niveau de la case. Et là, intégrer par exemple des bulles, donc j'aurai une quinzaine de bulles à disposition, des onomatopées, des accessoires pour des personnages. Je vais pouvoir bien sûr importer n'importe quel élément que je souhaite ajouter. Il y aura des typos. C'est en quel format JPEG, PNG. Je vais pouvoir éditer comme dans n'importe quel outil d'édition d'image, agrandir, réduire mon élément, créer des effets miroirs. Je vais pouvoir également, j'aurai une dizaine de typographies disponibles qui sont propres à la bande dessinée. J'ai une barre de clics ici, comme dans n'importe quel outil d'édition de texte, qui me permettra de mettre du texte en gras, en gammalique, comme sur un PowerPoint par exemple, de passer, comme il y aura beaucoup de couches d'éléments, de passer les éléments du fond en devant, besoin. Voilà, je pense avoir fait le tour pour celle-ci. On a un site web, ça c'est la première maquette du site web il y a 2 semaines. Il y a tout, en fait, j'ai oublié de le mentionner, mais il y a une bibliothèque pédagogique disponible dans l'outil avec des fiches pour les enseignants téléchargeables pour préparer une séquence pédagogique autour de l'outil BDNF. Il y aura une